L'actualité qui nous emmène dans la bande de Gaza ce matin, Emmanuel Macron a proposé une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU après l'annonce du plan israélien de conquête de la ville de Gaza. Bonjour Djilali Benchaban. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, consultant en stratégie et géopolitique, avec moi pour vous interroger Caroline Loyer. Bonjour Caroline. Bonjour Arwan. Benyamin Netanyahou n'en démord pas, une stratégie qui divise jusqu'au sein de sa coalition aujourd'hui. Netanyahou n'en démord pas, il est dans sa ligne. On poursuit la logique d'un conflit sans fin aux objectifs qui restent toujours flous. La conviction de Netanyahou est telle qu'aujourd'hui, elle ne convainc personne, pas même sa propre coalition, comme vous l'avez souligné. Sa propre coalition, elle, souhaite aller plus loin, car, à son sens, lancer une opération, mais ne pas aller jusqu'au bout de la mission, c'est-à-dire récupérer définitivement les territoires et les mettre sous contrôle israélien, n'a aucun sens. Et du côté de l'armée israélienne, c'est surtout un doute sur à la fois la stratégie et les objectifs. L'objectif, officiellement, selon Netanyahou, il est militaire, c'est de démanteler le Hamas. Est-ce que, comme ses détracteurs, vous pensez, ou il y a des éléments qui laissent à penser qu'il est là, son plan, il le met en œuvre finalement dans une volonté de remodeler la région, qu'il y a un objectif territorial derrière l'objectif militaire ? La question de son objectif est toujours effectivement d'actualité, et surtout elle interroge parce que derrière il y a plusieurs facteurs. Il y a l'épuisement de son armée qui, après quasiment 2 ans de combat, doute de plus en plus de la vision et de la stratégie. Il y a la question de la durabilité des effets qui sont menés. La problématique de mettre un terme définitif au Hamas ne prend plus, que ce soit au niveau de l'institution militaire et sécuritaire. Il y a eu d'ailleurs très récemment une tribune d'anciens responsables des services de sécurité ou de l'armée qui eux-mêmes ont mis en doute cette stratégie. Donc in fine, on a plus l'impression qu'on est dans cette logique politique qui vise à consolider l'assise d'un Premier ministre que d'un objectif stratégique qui permette d'obtenir des effets sur lesquels Israël pourrait capitaliser réellement. Mais Djilali Benchaban, pourtant, la stratégie de désarmement du Hamas était encore au cœur des discussions il y a quelques jours à New York, projet porté par la France et l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que la situation évolue aussi de ce côté-là ? Sur le fait de désarmer le Hamas, ça reste un objectif politique, mais la question de mettre un terme définitif à l'emprise du Hamas et à son existence, c'est autre chose, parce qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies, dont la problématique post-conflit, le fait de mettre en place une gouvernance alternative. Or, même là, le plan proposé par Israël reste extrêmement flou, puisqu'on parle dans cette opération militaire ensuite d'une transition qui verrait des forces arabes prendre le relais. Or, aujourd'hui, la question qui se pose de manière évidente, c'est quelles forces arabes accepteraient de prendre le relais de l'armée israélienne et d'aider à co-gouverner les territoires palestiniens. C'est la question que j'allais vous poser, parce que Benyamin Netanyahou dit qu'il veut mettre en place une autorité civile non israélienne à Gaza, mais en même temps, il ne veut pas du Hamas, il ne veut pas de l'autorité palestinienne. Du coup, quelle est l'option ? Visiblement, il n'y a pas d'option. On a l'impression qu'on est dans une forme de teasing, c'est-à-dire qu'on dresse une sorte de panorama idéal selon le Premier ministre Netanyahou, avec cette idée que va émerger une nouvelle force ou administration. Or, aujourd'hui, on ne voit pas d'où elle viendrait, qui seraient les acteurs, un, qui accepteraient cette mission, et deux, qui seraient suffisamment légitimes pour pouvoir endosser cette responsabilité. Sur le volet économique et la pression business, on sait que Tsahal s'est attaqué au business du Hamas. C'est la BBC qui dévoile que l'organisation disposait avant le début de la guerre de 700 millions de dollars cachés dans les tunnels, accumulés grâce à des taxes, des impôts, mais des dons de l'étranger aussi. Tsahal a bombardé longuement les sites de distribution de salaires des employés et des combattants, ce qui a permis de réduire les salaires versés par le Hamas. C'est une manière d'affaiblir aussi le Hamas. C'est finalement le levier économique de cette guerre, mais il faudrait aller beaucoup plus loin pour qu'il y ait des effets concrets ? La dimension économique fait partie d'une stratégie globale, puisque lorsqu'on réduit cet effet, on a une forme de paralysie, puisqu'il faut verser des salaires, il faut pouvoir aussi faire l'acquisition de matériel militaire, etc. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul levier. Le levier doit être global, puisqu'il faut être aussi en capacité de pouvoir casser le narratif. Il faut être aussi en mesure de couper définitivement sa capacité à mobiliser autour de lui. Sauf que dans cette logique d'escalade militaire tous azimuts, le Hamas capitalise aussi sur une forme de désespérance. Or, la question, c'est comment tuer une idéologie au moment où le narratif de la désespérance peut permettre au Hamas de se régénérer, voire de faire émerger d'autres avatars.
Et comment on explique aujourd'hui la résilience du Hamas malgré les coups portés par Israël? On sait que aujourd'hui, justement, Tsahal fait face à une multiplication de petits groupes armés qui recrutent des jeunes. C'est ça un peu la nouvelle stratégie, plutôt que d'agir en grosses unités comme avant? Effectivement, on a une évolution, c'est-à-dire que les opérations militaires ont cassé la structure du Hamas, ou du moins l'ont affaibli de manière durable, mais derrière, on a toujours ces reconfigurations, et il n'y a rien de nouveau en cela, c'est-à-dire qu'on a déjà observé ce type de situation avec des groupes terroristes lorsque des opérations militaires majeures ont été menées. Donc on peut passer de groupes qui ont une structure, une assise, c'est-à-dire une colonne vertébrale politique, des avoirs financiers, une capacité militaire avérée, mais qui ensuite vont se reconfigurer en type guérilla, et donc vont donner plus de difficultés, puisqu'à partir de là, l'effet de masse se dilue par rapport à des petites opérations qui ont des coûts symboliques, mais qui vont être dans la logique du harcèlement. Djilali Benchaban, c'est finalement en septembre, dans le cadre de l'ONU, que peut-être des évolutions concrètes vont pouvoir avoir lieu? C'est une bonne question, mais là encore, il y a la problématique du soutien des États-Unis, de la volonté du Premier ministre. Qui est complètement derrière Israël jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour le moment, Israël a sa feuille de route, sa ligne de conduite, et on voit difficilement Israël y renoncer. On a plus l'impression qu'Israël est dans cette logique où ils essaieront de peut-être recoller les morceaux avec la communauté internationale ou leurs alliés traditionnels une fois leurs opérations et objectifs militaires atteints. Mais pour le moment, on voit difficilement Israël s'arrêter au milieu du chemin. Et en même temps, l'opération militaire voulue par Benyamin Netanyahou, vous le disiez en introduction, peu probable étant donné les divisions même internes. Elle laisse cette opération militaire une espèce d'espérance concernant peut-être une reprise du dialogue, puisque la temporalité est prévue pour le mois d'octobre. Ça veut dire que derrière, les négociations restent actives. On l'a vu, l'émissaire spécial des États-Unis a rencontré le Premier ministre qatari ce week-end. Donc on a 2 mois. On peut être aussi dans une logique de pression absolue avant qu'une opération militaire aboutisse in fine, à défaut d'avoir pu aboutir sur un plan ou une solution diplomatique. Merci pour votre analyse avec nous ce matin, Djilali Benchaban, consultant en stratégie et géopolitique.